Merci d'être venu pour cette présentation. Donc, moi, je m'appelle Félix Henry. Je travaille chez Orange et chez Bicom, l'Institut de recherche technologique à côté, pour la moitié de mon temps. Et je vais vous faire une présentation sur un aspect d'amélioration du codage vidéo basé sur le réseau de neurones. Le codage vidéo, ce qu'on appelle end-to-end neuronal. Donc, c'est un réseau de neurones qui encode, un réseau de neurones qui décode complètement. Et voilà, j'espère faire une présentation pas trop longue parce qu'à la fin, si vous avez d'autres questions sur le codage vidéo en général, comment ça évolue, sur le codage vidéo neuronal, on peut en parler indépendamment de ce que je vais vous présenter là. Voilà, donc moi je m'appelle Félix Henry, je travaille depuis toujours en compression. J'ai travaillé sur JPEG 2000, sur HEVC, sur VVC. Et aujourd'hui, avec mes collègues, notamment mon collègue Gordon avec qui on a travaillé sur cette amélioration, on travaille sur le codage vidéo neuronal end-to-end, par opposition au codage vidéo classique. Donc en codage vidéo classique, c'est une approche modèle, on essaie de modéliser comment se comporte une vidéo. Donc classiquement, on va la découper en blocs, parce qu'on dit qu'il y a des zones qui se déplacent indépendamment les unes des autres, puis on va prédire les blocs, après on va coder un résidu. Et on a tellement amélioré ça que tous les 10 ans, ici, on arrive à gagner à peu près un facteur 2 en compression. Donc, si on remonte à MPEG 2 en 94 et à VVC aujourd'hui, qui est sorti en 2020, on a gagné quasiment un facteur 8 en taille de fichier compressé pour une même qualité vidéo. Donc, c'est dire que ce modèle, il fonctionne assez bien parce qu'il a permis vraiment de continuer à gagner tout en changeant pas trop. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, donc un modèle comme ça ressemble à ça, à plein de boîtes, une partie qui divise en blocs, une partie qui prédit, une partie qui fait le résidu. Et on veut remplacer ça par ça, c'est-à-dire un réseau de neurones entier qui, à partir d'une vidéo, produit un flux compressé et un réseau de décodage qui produit la vidéo décodée à partir de ce flux compressé. Alors, en fait, en réalité, là-dedans, pour le construire, ce réseau de neurones, on va faire des petits bouts qui ressemblent à ça, mais c'est quand même un réseau de neurones entier, complètement dérivable. Et on peut faire de l'apprentissage de ce système de bout en bout. Donc, on considère tout ça comme un réseau de neurones, et puis on va l'apprendre avec des milliers de vidéos et lui apprendre à bien compresser. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait du codage vidéo neuronal? Puisqu'on est content avec nos méthodes conventionnelles. Une première raison, c'est parce que ça change quelque chose au niveau du déploiement de ces codecs, dans la mesure où c'est un peu le monde idéal entre le hardware et le software. Dans les codecs conventionnels, on est obligé de mettre des puces dans les devices. Et changer tout ça, c'est un cauchemar. Imaginez pour Orange, par exemple, il faut changer toutes les set-top box pour avoir des nouveaux décodeurs sous forme de chipset dedans. Pendant qu'on est en train de les changer, il faut envoyer les flux dans 2 formats différents. Enfin, ça coûte très très cher, c'est très compliqué. À tel point qu'aujourd'hui, tout est encore codé en AVC chez Orange, sauf les nouveaux services en quelqu'un et tout ça. Donc ça, c'est le déploiement, ça peut être intéressant, ça peut aussi permettre d'avoir des devices qui durent plus longtemps. Si on a un hardware qui est spécialement là pour traiter des réseaux de neurones, on va peut-être pouvoir faire évoluer les réseaux de neurones sans changer le hardware et donc garder ça plus longtemps. Et puis aussi, pourquoi pas, au lieu d'attendre la prochaine génération pour avoir les gains, les avoir dès qu'ils sont disponibles et déployer les solutions tout de suite. On espère aussi que le réseau de neurones puisse nous permettre d'arriver à des performances de compression plus élevées. Aujourd'hui, c'est déjà le cas en image fixe. Donc, si vous prenez le meilleur codeur conventionnel, qui est le mode intra de VVC, aujourd'hui, il y a des codecs neuronaux en image fixe qui arrivent à presque 2 fois mieux en compression, ce qui est assez impressionnant. Et puis, ça peut permettre aussi des nouvelles choses, comme ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc là, on va parler de la spécialisation, qui est une astuce qu'on a développée à Bicom pour essayer d'améliorer la compression vidéo. Donc d'abord, on va partir d'un codec qu'on nous on appelle universel, c'est-à-dire un codeur vidéo, ici. On a un encodeur, un fichier compressé, un décodeur, et puis on a une fonction de coût qu'on va essayer de minimiser, qui est la distorsion du signal reconstruit par rapport au signal original, et puis le débit que ça nous coûte de transmettre ça, et puis on met un lambda pour nous permettre de régler le compromis entre compression et distorsion. Et donc, on fixe le lambda, et puis on prend un ensemble d'apprentissages, et on apprend ce réseau unique, qui est la combinaison des deux, jusqu'à la convergence, et puis on a un réseau de codage que nous on appelle universel, puisqu'il est fait pour coder toutes sortes de vidéos qui arrivent. Et puis après, on déploie l'encodeur sur le serveur, on a une nouvelle vidéo qui arrive, qui n'est pas une vidéo du training set, mais si on a bien fait l'apprentissage, il va bien la coder quand même, on transmet, on stocke, on décode dans le device, et puis on a la vidéo décodée. Donc ça, c'est l'approche universelle, l'approche classique de codage vidéo neuronal. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est l'opposé. Au lieu d'avoir un codec universel, on va le spécialiser sur la séquence à encoder. Donc, on va l'entraîner, mais notre ensemble d'apprentissage, ce sera que la séquence que l'on veut coder, en fait. Donc, on va overfitter au maximum
le codec à tel point que normalement, ce qui va se passer, c'est qu'une partie du signal de la vidéo va en fait finalement se retrouver dans le réseau de neurones quelque part. Donc, ça va très bien marcher après pour compresser la vidéo. C'est un codec qui est fait pour coder que cette vidéo. Mais il va falloir transmettre le décodeur. Parce qu'il a changé, on ne le connaît pas. Donc, il va falloir transmettre à la fois, donc, par rapport à un modèle classique, on va transmettre la vidéo compressée, qui sera a priori plus petite que dans le modèle classique, mais aussi le décodeur neuronal. Et donc, toute la question, c'est est-ce qu'avec ça, on arrive à quelque chose de plus petit que ça? Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on y arrive. Donc, voilà comment on a fait pour expérimenter. On a pris comme outil, donc on a deux outils. On va avoir l'outil pour compresser la vidéo, le réseau de neurones, et puis l'outil pour compresser le décodeur neuronal. D'accord? Donc, l'outil pour coder la vidéo, c'est le codec AIVC qui a été développé à Orange et qui a gagné le Click Challenge, qui est une compétition de compression vidéo dans la catégorie réseau entièrement neuronaux en 2021 en 2022. Donc, il est plutôt état de l'art en termes de performance. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous pourrez regarder les publications associées à ce codec. Juste, c'est Théo Ladune. Et puis, en fait, on retrouve une partie qui code le mouvement, avec ici une compensation quand même du mouvement, et puis une partie qui code un peu le résidu, avec un mode skip. Ça ressemble un petit peu quand même à des choses basées modèles. Aujourd'hui, on est quand même obligé, si on veut faire converger ces réseaux et les faire marcher, de les avoir sous une forme qui est un peu hybride en fait, entre le réseau de neurones et le modèle. Donc ça, c'est notre outil pour compresser la vidéo. Et notre outil pour compresser le réseau de neurones de décodage, c'est un standard qui s'appelle MPEG-7 partie 17, qu'on appelle aussi NNR pour Neural Network Representation, et qui prend un réseau de neurones et qui le code. Donc, ce n'est pas très compliqué. Hein. Une première partie ici, souvent, fait la réduction de paramètres. Donc, on va prendre le réseau de neurones et on va dire il y a plein de poids qui sont proches de 0. Donc, on va les mettre à 0 et peut-être réapprendre les autres poids pour compenser un peu. En fait, des étapes préparatoires à la compression proprement dite, visant à rendre le réseau de neurones plus compressible tout en maintenant sa tâche principale, si c'est de la classification ou de la traduction ou je ne sais pas quoi. Une fois qu'on a fait ça, on va quantifier les poids du réseau. Donc là, on va perdre de l'information. Et puis, on va faire un codage anthropique. Donc là-dedans, il n'y a rien de révolutionnaire. Et puis, les étapes inverses pour décoder. Et dans tout ça, aussi, ce qui est important, c'est comme il y a une quantification, il y a un pas de quantification qui va nous permettre de compresser le réseau de neurones plus ou moins fort. On se doute que si on compresse beaucoup, il va perdre sa capacité à réaliser sa tâche principale, mais qu'il va prendre moins de place. Voilà, donc la première chose qu'on a fait quand on a voulu faire ça, c'est qu'on s'est dit, on va simplement apprendre notre réseau spécialisé ici. Donc, on l'entraîne là-dessus. On s'est dit, d'abord, on va l'entraîner, et puis après, on va le prendre et on va le compresser, on va le transmettre avec. Donc là, c'est ce qu'on fait. Première partie, je prends ma vidéo que je veux coder, j'apprends ce système, et je me retrouve avec un flux compressé ici, que je vais transmettre, et puis ce décodeur, il faut le transmettre maintenant. Alors pour le transmettre, on va partir de l'hypothèse qu'il y a le décodeur universel dont je vous parlais tout à l'heure qui est présent dans le device. On dit que normalement, il y a bien un décodeur dans le device. Et on va simplement faire la différence entre celui qu'on a appris et ce réseau universel en se disant qu'il y a quand même sans doute des parties communes, que le mouvement, ça fonctionne un peu de la même façon dans toutes les vidéos. Donc, on se dit, c'est un peu là, voilà, c'est juste une mise à jour qu'on va essayer de transmettre. On fait la différence et on la compresse avec NNR, avec le standard de compression de réseau de neurones. Et pour le déploiement, il n'y a rien qui change. Dans le device, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est compliqué. Il faut séparer les deux flux, mettre à jour le décodeur et puis transmettre la vidéo dedans et décoder. Si on fait ça, ça ne marche pas. On n'a pas de gain. Et en fait, le problème, c'est que le réseau de neurones, si on le compresse trop, voilà un exemple ici de diagramme qu'on obtient quand on a la tâche du réseau de neurones. Ici, sa tâche, c'est de bien compresser, donc d'optimiser le coût des bits distorsion. Et là, c'est le taux de compression, pardon, c'est le débit associé au réseau de neurones de décodage. Ce qui se passe, c'est que quand on ne compresse pas trop, ça va, et puis à un moment donné, ça s'écroule. On arrive à une quantification des poids du réseau qui font qu'il décroche en performance et puis ça s'écroule très vite. Donc en fait, on est coincé ici, là. Donc il y a un facteur limitant, on ne peut pas descendre en dessous. Et ce qu'on voit, c'est que si on fait spécialisation du codec puis compression du réseau de neurones, le poids associé au réseau de neurones est tellement important que ce n'est pas valable. En fait, ça nous coûte trop cher. Donc, on s'est dit, il y a besoin d'une approche un peu plus sophistiquée. Et donc, comme le problème, c'est la quantification des poids du réseau,
On s'est dit, on va essayer d'appliquer la quantification pendant l'apprentissage pour que le réseau soit robuste, enfin se robustifie à l'apprentissage. Ce n'est pas vraiment nouveau, hein. Donc, c'est le Quantization Aware Training. Et donc là, le principe, c'est qu'on va lui apprendre à résister à la quantification pendant qu'il fait sa tâche principale. Donc pour ça, on va forcer les poids du réseau à prendre uniquement les valeurs que peuvent prendre les poids quantifiés. Donc, par exemple, dans un apprentissage classique, le poids d'une couche, à chaque itération, on va le faire bouger un peu comme ça ici. Là, on va le faire bouger, mais que sur la grille de quantification qui est possible. Et donc, on va dire au réseau, tu as le droit de bouger ici et essaye de trouver les meilleurs emplacements tout en maximisant le loss principal, qui est le loss de la compression de la vidéo. Alors, il y a un premier truc qu'on va voir tout de suite, c'est que c'est bien de lui faire ça. Le problème, c'est que souvent, en fait, quand on fait des mises à jour de poids, c'est des mises à jour très, très faibles. Donc, si la mise à jour est plus petite que le pas de quantification, on va déplacer un peu, puis on va requantifier derrière, et boum, ça va revenir. On va pas arriver à faire progresser les poids. Donc, pour ça, il y a une astuce qu'on n'a pas inventée, qui existait déjà, qui est qu'on va maintenir deux versions du réseau. On va maintenir une version quantifiée, qui est notre produit final, et une version non quantifiée. On va utiliser la version quantifiée pour dériver les gradients, les mises à jour. On va appliquer les mises à jour sur la version non quantifiée. Donc, comme ça, il y en a un qui peut évoluer lentement, et puis l'autre, il switch au pas de quantification suivant quand celui-là a bougé. Vous verrez après. C'est rien, c'est juste une astuce pour pouvoir appliquer cette contrainte de quantification tout en faisant évoluer les poids de façon très lente. Et là, si tu veux faire directement, tu n'as pas des problèmes de dérivabilité? Si, en plus, ouais, en plus. Ça ne bougerait pas de fait, donc on n'aurait pas de gradient quand on arriverait là. Ouais. Voilà, donc ça, c'est ce que je veux dire. La petite contrainte supplémentaire, c'est de maintenir une version quantifiée et non quantifiée du réseau de neurones. En plus, ce qui va se passer, c'est que par contre, l'encodeur, lui, comme il n'est pas transmis, on le laisse évoluer librement. Donc, il va s'optimiser lui-même tout seul pour la vidéo sur laquelle on fait la spécialisation. Et donc, la boucle globale ressemble à ça. Première étape, donc ça, c'est une des boucles d'entraînement que je vous montre là. On a un réseau universel ici, et puis on va faire la différence avec le codec spécialisé à l'étape I, et on obtient la différence. Et là, on prend le décodeur de ce truc-là, et puis on lui applique la contrainte de quantification. Et je reviens en arrière, ici, dans mon opération, et j'obtiens la version du codec spécialisé qui incorpore la contrainte de quantification sur la différence. Donc voilà, j'ai ça. Donc ça, c'est mon nouveau réseau. Et là, je vais dériver les gradients de cette version qui inclut la contrainte de quantification, mais je vais appliquer la mise à jour des poids à la version non quantifiée qui est ici. Et je recommence. Et donc, on applique ça plein de fois, c'est l'apprentissage. Et à la fin, quand on a terminé, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça. C'est la version quantifiée de la différence entre le décodeur spécialisé et le décodeur universel. Et là, je le prends, je le code là-dedans. Quand je fais ce codage, en fait, j'ai aucune perte. J'ai déjà pris en compte la contrainte de quantification. Donc, en fait, c'est juste, on va dire, c'est juste du codage anthropique additionnel. Et puis maintenant, j'ai mon réseau compressé. Et voilà, c'est terminé. Donc, on applique tout ça, on fait converger. Et puis, et après, on fait la compression de la vidéo. On regarde combien ça fait. On regarde la taille du réseau de neurones associé. On ajoute ça, et puis voilà. Donc, ça ressemble exactement à ce qu'on a vu avant, sauf qu'il y a en plus le Quantization Aware Training qui a lieu dans cette étape-là, mais sinon, c'est pareil en termes de déploiement et d'apprentissage. Maintenant, on va tester, on va regarder ce que ça fait. Donc, notre base de référence par rapport à laquelle on se compare, c'est le codec AIVC, le codec universel. On ne spécialise que les poids, on ne touche pas à la topologie du réseau. Et puis, on va travailler sur des séquences 4K avec du contenu plutôt un peu difficile à coder. Alors, pourquoi? Il y a un petit côté triche. C'est parce qu'on sait à l'avance que transmettre les poids du réseau, ça va être un poids. Et donc, si on se situe par rapport à déjà un débit qui est assez élevé, ça va être plus facile de glisser cette information dedans. Par ailleurs, l'autre raison qui fait que ce n'est pas que de la triche, c'est parce que vous avez compris qu'il y a un apprentissage qui est fait pendant le codage.
Donc, il faut spécialiser le codec. Donc, voilà, on a une vidéo à coder et tout à coup, il faut faire des apprentissages avant d'être prêt à coder. Donc, ça veut dire que ça va être assez lourd en termes de complexité. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va mobiliser pour des petites vidéos qui sont faciles à coder. C'est plutôt quelque chose qu'on va mobiliser pour du contenu 4K, 60, 120 images secondes, là où ça vaut le coup d'essayer à gagner en compression. Alors, on peut transformer ça en avantage en disant qu'en général, c'est quand même plutôt intéressant d'essayer d'avoir des technologies qui permettent de gagner là où on a du mal à coder aujourd'hui. Par exemple, si je me place du côté de mon employeur Orange, en fait, il a des réseaux. En fait, gagner, par exemple, sur des réseaux managés, gagner sur des vidéos qui passent déjà dans le réseau, en fait, ça nous est égal. Par contre, gagner sur des vidéos qu'on ne sait pas encore faire passer dans un débit donné, là, ça nous intéresse. Donc, ça concerne vraiment le contenu qui est le plus difficile à coder. Voilà, donc en séquence 4K, et puis, ça c'est important, on va spécialiser sur une durée de 1 seconde. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en vidéo, on code, alors en diffusion de vidéo, par exemple en télévision, il faut qu'on puisse zapper, et quand on zappe, on a un flux qui est en cours de diffusion, et puis il faut rentrer dans un flux. Et en vidéo, en général, on a des images qui dépendent des images précédentes, mais là, on ne les a pas. Donc, pour pouvoir rentrer dans un flux, on met des points d'accès toutes les secondes, qui sont des images intra, qui ne sont pas codées en référence aux images du passé, et celles qui sont après, on leur interdit d'utiliser les images du passé, ce qui fait que c'est des endroits où on arrive dans le flux, et hop, on peut commencer à décoder. Et on en met toutes les secondes, ce qui fait que quand vous zappez, au pire, vous attendez 1 seconde, et en moyenne, une demi-seconde, le temps qu'on arrive sur une image de ce type. Ici, la question qu'on s'est posée, c'est sur quelle durée de vidéo est-ce qu'on fait la spécialisation? Est-ce qu'on le fait sur 1 minute, sur 1 frame, voilà. On a choisi 1 seconde parce que de toute façon, nous aussi, il va falloir qu'on retransmette toutes les secondes le décodeur, puisqu'on ne peut pas utiliser le décodeur d'il y a 1 minute, puisque quand on zappe dans un flux, on ne l'a pas. A priori, on s'est dit que ça va être plus difficile de faire ça, parce qu'il va falloir le transmettre souvent, donc le poids du réseau de neurones, il va être plus lourd. Mais ça marche quand même, c'est ça l'intérêt. Donc, ça, ce sont les vidéos, elles sont en couleur normalement, mais ça, j'ai extrait de l'article qu'on a fait. Ça, ce sont les vidéos, donc des contenus 4K avec pas mal de mouvements, pas mal de textures. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, ici, il y a différentes courbes. La courbe avec les carrés noirs, c'est notre référence. Ça, c'est AIVC. La courbe tout en bas ici, c'était la toute première approche qui consistait à spécialiser le codec d'abord et ensuite à coder le décodeur, sans l'histoire d'apprendre avec le bruit de quantification. Donc là, on est beaucoup moins bon, et c'est principalement parce qu'il y a le débit sur la ligne horizontale, le débit qu'il faut rajouter qui est énorme pour le décodeur en question. Mais avec l'approche dans laquelle on tient compte du bruit de quantification, on a un gain, c'est ici les petits triangles, c'est cette courbe-là. Et ce que vous voyez tout en haut ici, c'est la spécialisation, mais sans transmission du décodeur. Donc ça, vous voyez ce que je veux dire, c'est que le débit vidéo de cette partie-là, en fait, pas le débit associé au décodeur. Donc ça, c'est un peu le maximum de performance qu'on peut espérer atteindre si jamais ça ne coûte rien de transmettre le décodeur. Voilà. Donc ça, c'est la moyenne à travers les séquences ici. Donc le gain moyen, il est de 15% sur l'ensemble des séquences. Et si je reviens en arrière, vous voyez, on voit bien que, en fait, ce qui se passe, c'est que comme le décodeur neuronal compressé, en fait, il fait à peu près tout le temps la même taille. En fait, en vidéo, quand on dit plus de compression, il y a une espèce de dégradation progressive de la vidéo qui est progressive. Alors qu'avec le réseau de neurones, quand on le quantifie, il continue à fonctionner, il fonctionne, puis à un moment donné, il s'écroule, comme je vous montrais tout à l'heure. Donc en fait, on peut pas lui, le faire évoluer en débit le long de notre courbe de qualité. Il a presque toujours la même taille. Donc, comme il a presque toujours la même taille, il coûte plus cher à bas débit, au sens où c'est une proportion plus élevée du bitstream, alors qu'à haut débit, il y a beaucoup de débit dans la vidéo, donc sa proportion est plus faible. Donc, les gains sont plus élevés à haut débit qu'à bas débit. Alors, ça tombe bien parce que là, on fait de la 4K, donc on est plutôt à des niveaux de qualité où on va être autour de 35 à 38 dB. Donc, c'est plutôt là où on fonctionne normalement, pas ici. Ça n'a pas beaucoup de sens de transmettre de la 4K avec des images toutes pourries, donc on est plutôt ici. Et puis, encore une fois, c'est intéressant d'avoir des techniques qui permettent d'améliorer à haut débit. C'est en général plutôt un peu plus dur que d'améliorer à bas débit. Donc là, vous avez le gain apporté par l'approche spécialisation au point de débit le plus haut.
pour montrer que ça marche mieux qu'en moyenne. Et ça, c'est le gain sans la transmission du codec vidéo neuronal. Donc ça, c'est le maximum qu'on puisse espérer. Alors, une des questions qu'on se pose, c'est dans ce système, c'est comment déterminer justement le taux de compression du réseau de neurones. Donc, le QPNNR ici, c'est le paramètre qui détermine à quel point est-ce qu'on compresse le réseau de neurones. En fait, c'est compliqué de le mettre dans le réseau pour le faire apprendre parce que c'est vraiment compliqué d'établir une relation différentielle entre le débit et la distorsion provoquée par le changement du QPNNR ici. Donc, en fait, nous, on l'a déterminé expérimentalement, en bourrinant, en essayant toutes les valeurs. Et en fait, il se trouve que ça varie très peu. Donc, ici, c'est le QPNNR optimal par séquence et par point de débit. Et ce qu'on voit, c'est que ça bouge très peu. C'est l'effet de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un seul point de fonctionnement quasiment. Donc, en fait, on pourrait le fixer à moins 15. Le QPNNR, il peut varier entre moins 50 et plus 40 en fonction de ce que vous voulez faire dans le réseau. Donc, on voit qu'on est vraiment dans une dynamique très faible ici. Donc, on pourrait se contenter de le fixer, ce qui est avantageux. On n'a pas besoin de faire plusieurs fois ce processus qui est quand même très lourd, l'apprentissage. Donc, voilà. Donc, si on fait un petit point sur les performances, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un cas d'usage qui est assez réaliste parce qu'on utilise un standard de compression qui existe, c'est le réseau de neurones. Et puis, surtout, on a une spécialisation sur une période d'1 seconde. Donc, c'est compatible avec l'approche random access des flux vidéo. Donc, ça peut fonctionner tout de suite, quoi. C'est intéressant aussi parce que ça fonctionne sur des grandes résolutions et des grands débits, qui sont des contenus qui sont difficiles à faire passer dans les réseaux dans une approche réelle où on fonctionne avec des bandes passantes qui sont managées, mais qui sont limitées du coup. Par contre, évidemment, ça veut dire codage offline, pardon, je l'ai mis là, parce qu'il faut quand même réentraîner le codec pour à chaque fois qu'on code 1 seconde de vidéo. Alors, à ce propos-là, nous, ce qu'on regarde maintenant, c'est évidemment, là, on a fait quelque chose d'un peu exhaustif, c'est-à-dire qu'on a un très gros AIVC, il doit y avoir 20 millions ou 30 millions de paramètres. Donc, dans le décodeur, il doit y avoir à peu près 15 millions. Donc, on s'autorise à ce que tous les poids bougent dans le décodeur. Ça aurait certainement du sens de regarder s'il n'y a pas des couches qu'on peut fixer et des couches qu'on peut varier, voire créer une topologie du réseau qui inciterait à ce que les couches variables soient situées dans des couches pré-identifiées, de préférence tout en bout de réseau pour que la rétropropagation du gradient n'ait pas besoin de tout remonter. Bref, travailler à optimiser un peu ce truc de quel coefficient on optimise. En particulier, si on arrive à faire ça, d'une part, on ira plus vite en apprentissage, et puis on aura moins de choses à transmettre, puisqu'on n'aura pas tous les deltas de poids à transmettre, mais seulement une partie. De fait, ce qu'on a constaté, c'est que dans pas mal de cas, on a de 1 à 3% des poids du réseau qui sont pas à zéro, les poids de la différence de la mise à jour. En fait, on n'a rien fait pour inciter le réseau à bien faire les choses, on a juste laissé évoluer, on a juste mis de la pression sur sa compressibilité, donc il essaye de faire le moins de différence possible, mais il y en a un peu partout. Voilà, donc en termes de conclusion, on a quand même un gain assez important par rapport au codec universel. On a un cas d'usage réaliste. Il y a quand même ce truc bizarre que transmettre, en fait, en faisant la spécialisation, on force une partie du signal à rentrer dans le réseau, et puis après, on le transmet sous cette forme-là. Donc au départ, moi je disais, non, ça ne peut pas marcher, parce que je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un réseau de neurones serait un bon format pour stocker une information à compresser, information qui est de nature physique, quoi, comme des échantillons d'un signal. Mais en fait, si, on dirait que ça marche. Une leçon que nous, on a apprise, c'est que, en tout cas, avec les réseaux avec lesquels on travaille, comme AIVC, qui ont beaucoup de poids, on peut lui imposer pas mal de contraintes supplémentaires à celles qu'il a déjà, avant que ça s'écroule. On a aussi fait des expériences de compressibilité pure, où il y a des façons d'imposer des contraintes à des réseaux pour qu'ils, derrière, quand on les compresse, ils coûtent un peu moins cher. Il y a des articles, vous verrez, si vous cherchez sur la compressibilité des réseaux de neurones. En fait, on lui demande de bien compresser de la vidéo, on peut lui rajouter des contraintes et il va s'optimiser pour cette contrainte sans perdre sur la performance de base. Ce qui est sans doute un signe qu'il y a trop de poids, c'est des réseaux trop gros, ça c'est sûr. Et puis on se dit que le principe est certainement applicable à n'importe quel codec neuronal. Et il y a beaucoup de voies d'amélioration possibles.
Alors, AMPEG, ils sont en train de développer un standard spécialement pour ça, qui est une évolution de NNR, qui s'appelle ICNN, qui est un standard de compression des différences de réseaux de neurones. En partant de l'idée qu'a priori, dans le monde, on va plus transmettre des mises à jour de réseaux de neurones que le réseau de base. Donc, il y a des outils de compression qui sont adaptés à des statistiques de poids qui sont des différences et qui sont qui sont beaucoup plus efficaces. On peut évidemment penser à spécialiser la topologie et puis à bien identifier les poids à mettre à jour pour que ce soit plus rapide et plus efficace en compression puisqu'on aura moins à transmettre. Voilà, ici vous avez quelques références. Donc ça, c'est l'article avec le codeur AIVC. Ça, c'est un article d'overview sur le standard NNR. Et là, vous avez l'article où ils expliquent l'intérêt de la technique de quantification pendant l'apprentissage pour rendre le réseau robuste à la quantification. Merci. Je vais juste ajouter quelques mots. C'est que aujourd'hui, il y a aussi des approches qui font un peu ça, mais qui le poussent à l'extrême. C'est-à-dire que c'est des réseaux qui sont purement génératifs. Donc, il y a un truc qui s'appelle Corinne, vous verrez, qui fait du codage je ne pourrais pas vous faire rire avec ça, mais qui fait si je ne me trompe pas, vous avez un expert, du codage des paramètres du réseau. En fait, le réseau, il n'y a plus d'entrée. C'est des couches, c'est un modèle purement génératif. Et donc, le réseau devient le format de compression intégrale du signal. Aujourd'hui, il y a aussi des trucs qui marchent très bien, qu'on peut un peu rapprocher de ça. Donc, je ne sais pas si vous avez vu les approches qu'on appelle INR, ce qui veut dire quelque chose, mais je ne sais plus ce que ça veut dire. C'est des réseaux dans lesquels on va avoir un peu des couches d'entrée qui ressemblent, on va dire, à des sous-bandes de transform en ondelet. Et puis, on prend un vecteur et il y a un petit multilayer perceptron qui génère une coordonnée de l'image à reconstruire. Donc, vous voyez, on parcourt les XY de l'image à reconstruire en parcourant les points des sous-bandes. Et simplement, entre les deux, il y a le MLP qui fait la génération. Et qui sont des méthodes dans lesquelles, quand on fait le codage, on apprend les poids du MLP en même temps que les poids des sous-bandes. Donc, il y a un petit côté qui ressemble à ça dans la mesure où le réseau qui fait la fabrication du signal, il est appris et puis il est transmis. Sauf que au lieu d'être un réseau à 20 millions de paramètres, c'est un réseau avec 3000 paramètres. C'est vraiment tout petit et très rapide et ça fonctionne assez vite. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions. Si. En fait, ça me parle beaucoup parce que je vais travailler exactement en face sur le vidéo, je vais travailler sur la nature et exactement en fait un modèle comme tu dis, poussé à l'extrême, c'est en fait en entrée, c'est sur le bout. Donc en fait, c'est vraiment un réseau qui encode de la nature. Et donc ça marche assez bien. Après, donc le problème avec ce réseau-là, comme tu dis, c'est peut-être le temps d'encodage. En fait, c'est pour chaque vidéo, tu devais entraîner un réseau. Ouais. Et donc, généralement, le temps d'encodage, c'est combien de temps? C'est des minutes, des heures ou... Alors là, par exemple, un premier truc, c'est qu'en codage vidéo neuronal, on n'a pas la même situation de départ qu'en codage conventionnel. En codage conventionnel, vous savez, on prend un bloc de l'image, puis on essaie de le coder en intra, en inter, on découpe en sous-blocs, on essaye tout, et puis on prend ce qui marche le mieux. On explore des modes qui sont en compétition. Un encodeur vidéo, il ne sait pas faire ça, en fait. Il prend, et puis il fait une espèce de gigantesque transformé, mais du coup, il va très vite par rapport à un encodeur classique, un encodeur vidéo. Le décodeur est beaucoup plus lent, entre guillemets, mais ça dépend de l'architecture sur laquelle on fait tourner, mais en termes de nombre d'opérations par pixel, dans un codec classique, on doit être à 30 opérations, et puis dans un codeur vidéo, on a 20 000 opérations par pixel, ou je ne sais pas. En résumé, le codec neuronal il est très rapide à l'encodage, même si nous, on pense plutôt que c'est un défaut parce qu'il ne sait pas faire un certain nombre de choses que sait faire un codeur classique, en termes de tenter différentes façons de voir comment se présente le futur de la vidéo, mais il arrive à fonctionner à peu près.
Et donc, pour répondre à ta question, quand on prend du VVC et qu'on code 10 secondes de 4K, de mémoire, il faut 7 jours ou 8 jours. D'accord. Pas avec des modèles optimisés, avec le socle de référence, qu'on pourrait comparer avec ce qu'on fait là, où là, il faut peut-être 24 heures pour faire un apprentissage sur 1 seconde de vidéo. Donc, je divise par 6, ça fait 4 heures. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce que, encore une fois, un encodeur professionnel, Xavier, là où il le sait bien, c'est qu'effectivement, s'il explore tous les modes, il va être très lent. Mais les fabricants d'encodeurs, ils ont des raccourcis pour pré-analyser la vidéo et dire là-dessus, je vais le coder de telle façon, je ne vais pas essayer de faire un grand bloc, je vais tout de suite avoir des petits blocs parce que j'ai plein de contenu dedans, et donc ils vont accélérer. Voilà. Ce sont des quantifications uniformes? Ouais. Dans NNR, il y a 2 quantifications possibles, plus une sorte de troisième et qui est en fait un codage entropique. On peut faire de la quantification uniforme, et puis après on a le codage entropique, où on peut spécifier les niveaux de reconstruction avec un petit dictionnaire. On va dire je me donne droit. Ça a du sens parce que quand on regarde les distributions, par exemple, de chaque couche dans un réseau de neurones, on peut avoir des distributions très différentes. On peut faire matcher les niveaux. Mais en fait, ça revient au même, puisque faire des niveaux uniformes et puis faire un codage entropique qui va tenir compte de la répartition statistique ou mettre des niveaux spécialement adaptés, mais ils vont tous être remplis et derrière, avec le codage entropique, on n'aura rien. En fait, ça revient un peu près au même. Mais en gros, c'est les 2 stratégies de quantification dans NNR. Est-ce que c'est envisageable de faire, par exemple, une quantification par product intuition? Est-ce que c'est envisageable ou c'est peut-être pas très intéressant pour vous parce que vous vise les hauts niveaux? Une quantification de quel type? Quantification par produit, par bloc. Quantification vectorielle? Oui, quantification vectorielle. Pour que la quantification vectorielle apporte du gain en compression, il faudrait que les paramètres à l'intérieur des couches soient corrélés. Et la quantification vectorielle, tu mets ensemble des variables qui sont corrélées et puis leur distribution dans le nouvel espace multidimensionnel, au lieu d'être uniforme, il se met à se répartir à certains endroits et on peut les quantifier là. Ça voudrait dire que les poids du réseau sont corrélés les uns aux autres, ce qui est certainement le cas. Et il faudrait que les outils qui sont déjà dans NNR ne remplissent qu'une partie de leur rôle de les décorréler, ce qui n'est pas évident. Je pense qu'il y a déjà... En fait, dans NNR, tu peux spécifier par exemple des ordres de parcours un peu différents dans tes couches pour traiter tes coefficients dans un ordre qui favorise l'identification des corrélations. Ouais. Je pense que comme le product intuition, c'est surtout intéressant pour les bas limites. Ouais. Comme tu dis, c'est en fait, sans un taux de bas limites, c'est plutôt ordinaire. Ça dépend des applications, mais dans celles qui nous intéressent, ouais. J'ai peut-être appris quelque chose. C'est comment en fait faire varier les débits. C'est quand tu varies la part de quantification. Pour faire varier les débits, alors, donc là, les courbes, par exemple, elles sont sur 4 points on a fabriqué 4 points de codage pour chaque vidéo en faisant varier le lambda. Le lambda de la formule débit plus lambda fois distorsion. D'accord? Donc, si on met un lambda qui est tout petit, c'est comme on fait débit plus lambda fois distorsion, s'il est tout petit, la distorsion disparaît, donc il essaie de minimiser le débit, et donc il va compresser très fort. Et si le lambda est élevé, il va minimiser surtout de la distorsion, donc il va avoir un débit élevé et de la haute qualité. En fait, la quantification, c'est toujours le même. La part de quantification, c'est toujours le même. Alors, excellente question, parce que normalement, tu rentres un lambda et tu essayes plein de choses. Donc, normalement, dans un schéma classique, le pas de quantification devrait être recherché pour qu'il corresponde au lambda. En fait, compte tenu de la distribution des signaux à coder, on montre que le pas de quantification, il y a une relation mathématique entre le lambda et le pas de quantification. Ce qui fait que si tu prends HEVC, VVC et tout ça, toi, tu rentres le pas de quantification, le QP,
Et lui, il en déduit le lambda qui va avec, et il fait tout travailler les choix en fonction de ce lambda-là qui est caché. Mais quand tu vois rentrer lambda occupé, c'est pareil, puisqu'ils sont liés par une relation. Ici, ce qui va se passer, c'est que quand tu mets un lambda, tous les poids du réseau vont... En fait, je vais me dire à l'envers. Dans le réseau AIVC, la quantification, elle est toujours avec un pas de 1. Ici, dans AIVC, dans AIVC ici, la quantification, là, c'est juste l'entier le plus proche, toujours. D'accord? Et c'est lui qui va faire monter tous ses poids pour qu'en entrée de ce truc-là, il y ait une dynamique élevée, et du coup, quantification fine, ou une dynamique faible, du coup, une quantification très forte. Donc, en fait, il va trouver lui-même le meilleur pas de quantif de ce fait associé à un lambda donné. On le laisse faire. Comme de toute façon, le réseau, on l'apprend, on laisse apprendre ça. Une question sur les poids. Comment vous gérez pour les mettre dans un intervalle prédéfini? C'est une fonction d'utilisation ou... Pour les poids du décodeur, les poids codés ou en général? Non, les poids, en fait, il y avait un slide où on limitait l'intervalle des poids pour améliorer la quantification. Ah oui. Ici? Oui. Là, le pas de quantification, on le fixe. On le fixe à l'avance. Donc, on dit qu'on va compresser le réseau de neurones avec tel pas de quantification. Et après, on essaye. Et ils peuvent bouger que là-dedans. Oui, mais comment on fait, en fait, concrètement? Concrètement, alors ça se passe à cette étape-là. C'est-à-dire que ici, tu as ton décodeur qui représente la différence entre le décodeur spécialisé et le décodeur universel. Donc, lui, il est en flottant. Et là, on applique la quantification. Donc là, les poids ici, ce sont les poids de ceux-là, mais poussés au niveau le plus proche. Oui, ok. Et c'est avec ça qu'on va faire la partie inférence de l'apprentissage. Donc, le réseau, il a déjà incorporé la contrainte de quantification. Et c'est simplement qu'ensuite, quand on va faire la mise à jour des poids, on va l'appliquer au réseau flottant pour conserver la précision totale. Oui, ok. Est-ce que vous avez tenté sur des séquences plus longues? Je comprends bien le contexte applicatif avec des séquences d'une seconde, mais est-ce que sur des séquences plus longues, il n'y a pas du risque que la spécialisation marche moins bien? Si. Alors, là, on n'a pas fait ça, c'est notre liste à faire. Ouais. La première question qu'on se pose, c'est où est l'optimal? Parce que si on fait une séquence très longue, on va avoir le réseau universel. On va le transmettre qu'une fois, donc son débit va être quasi zéro. Et puis, si on spécialise à chaque frame, par exemple, ça va être... Je ne sais pas répondre, on n'a pas fait. Et c'est une bonne question. Déjà, on était content que ça marche à une seconde parce que sinon, on aurait été obligé de dramer, de dire on va transmettre toutes les 10 secondes, mais ce sera pour des applications type DVD ou des trucs qui ont beaucoup moins de points d'accès. Voilà, mais c'est une question très intéressante. Il y a certainement un optimum quelque part. Ouais. J'ai une question sur la localisation du coup, des poids. J'ai bien compris que c'est un peu du firewall. Ouais. Est-ce que justement, les 2-3% de poids qui sont modifiés dans la spécialisation, est-ce qu'ils sont n'importe où dans le réseau ou est-ce que quand même on arrive à les trouver sur certaines couches? On a un problème un peu similaire où justement c'est un peu partout et on a essayé de le forcer à quelques endroits et ça va très très vite. Du coup, c'est plutôt avoir une... Alors, merci de cette information intéressante parce que nous on s'est dit ça le fait partout parce qu'on le laisse faire ce qu'il veut. Mais peut-être qu'on pourrait lui mettre une contrainte supplémentaire de le mettre là et que ça marcherait aussi bien. On va essayer encore. Nous, la différence, c'est qu'il y avait des très petites modifications. On n'avait pas de contrainte de diversité, donc du coup, tout était un petit peu modifié. Et là, peut-être tu parles déjà de 2-3%, mais c'est vrai quand on a essayé de se dire, tiens, c'est telle couche qui a l'air d'être un peu plus modifiée, on va forcer uniquement sur celle-là, ça se détériorerait extrêmement vite. Donc non, tu n'as pas encore poussé plus loin. Non, là, on a quelqu'un qui va arriver à Bicom et qui va travailler là-dessus spécialement. Donc, j'espère peut-être revenir une fois pour vous dire ce qu'il y a. Mais ouais, c'est une vraie question parce qu'effectivement, ça va améliorer la compression et la vitesse. Donc, ça peut améliorer la compression parce qu'on a moins de poids à transmettre. Et puis, surtout la vitesse. Après, cette histoire générale de jouer avec le réseau de neurones pour le compresser, quand ils ont construit le standard NNR, ils avaient différentes applications et c'est assez différent
l'impact il y a des réseaux qui sont plus ou moins fragiles. Alors, ça peut être lié à l'application, ça peut être lié au fait qu'on utilise des réseaux qui sont vraiment surdimensionnés, donc il reste de la place. En tout cas, pour nous, si on prend le schéma où on ne fait pas ce truc-là, et on code direct après, on arrive à des taux de compression qui sont de l'ordre de 5 ou 6, et après, poum, ça tombe. Alors que si on prend des réseaux de classification, des choses comme ça, on arrive à 20 ou 30 facteurs de compression. Si on introduit la quantification dans l'apprentissage, et là, on passe à des taux de 100 ou 150, ce type de réseau. Et ça change pas mal sur l'application. On transmet, c'est plutôt la différence entre le décodeur spécialisé et le décodeur universel. Ouais. Et du coup, le décodeur universel doit être transmis pendant. Voilà, alors il faut qu'il soit transmis une fois. Donc, hypothèse d'un système dans lequel la spécialisation, ce ne serait pas tous les flux qui seraient comme ça. Il y aurait plein de flux qui utiliseraient cette espèce de réseau de base. Et puis, occasionnellement, on pourrait dire, ah ben là, je suis en 4K à très haut débit et je vais mettre ça en plus. Donc, je fais l'hypothèse qu'il est présent dans le décodeur. Une question intéressante, ce serait, comment fixer le réseau universel dans sa fonction de référence pour des réseaux spécialisés pour qu'il minimise plutôt le poids des différences avec les réseaux spécialisés plutôt que son rôle de décodeur universel. Là, on n'a pas essayé de faire quoi que ce soit, mais à l'intuition, il faudrait une sorte de barycentre de spécialisé et que du coup, il ne servirait même pas vraiment servirait pas le réseau universel, il ne servirait que de point de référence pour transmettre le raffinement. J'ai une question, Félix, Xavier. Les réseaux de neurones spécialisés, bon, dans le monde de la vidéo, on sait que les vidéos elles peuvent être assez répétitifs dans leurs caractéristiques. Je prends l'exemple du journal télévisé, on va revenir plusieurs fois à intervalles réguliers sur le même type de contenu. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer du coup avoir ces différences stockées dans le device et les rappeler simplement sans avoir à retransmettre à chaque fois le… Oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord. J'avais une question sur ces histoires de différentiel entre les réseaux. Ouais. Est-ce que si on fait le différentiel avec le réseau de la seconde précédente, on a quelque chose d'intéressant? Ouais, c'est pareil, on n'a pas essayé, mais bien sûr, on s'imagine que, ou au moins, ou référencier des réseaux. Si tu reviens sur le présentateur, tu peux peut-être reprendre un truc. Après, tu as tout de suite les problématiques d'accès aléatoire. Qui sont des problématiques dures. Et du coup, la topologie fixe des réseaux, c'est pour pouvoir faire cette différence? Non, c'était par souhait de restreindre le problème dans son exploration. Okay. Mais, parce que tu peux faire des différences entre neurones, entre réseaux qui n'ont pas la même topologie. Tu peux, alors dans le standard qui construit l'ICNN, là, tu peux faire évoluer aussi la topologie. Après, je pense que c'est basique, hein, mais je n'ai pas regardé depuis un moment, mais tu peux spécifier des couches supplémentaires, nouvelles, des trucs. Moi, j'ai essayé d'utiliser, normalement, là, on ferait mieux d'utiliser ICNN que ce qu'on a utilisé. Moi, j'ai essayé, mais c'était le deuxième meeting MPEG et le soft était tout pourri, le soft de référence. En tout cas, moi, je ne suis pas arrivé à l'utiliser. Donc, ça ne me paraissait pas très stable. Donc, du coup, on s'était rabattu sur NNR, comme ça marchait. On a dit déjà ça marche, tu peux le plus, peu le moins. C'est ça. On est d'accord que l'encodeur, les poids de l'encodeur sont modifiés aussi? Ouais. Est-ce que ce serait pas mieux de bitstream de considérer comme des poids à entraîner? Ça fait moins de paramètres à modifier à chaque itération. C'est-à-dire qu'on l'initialise avec l'encodeur universel, et après on fait la descente de gradient directement sur bitstream plutôt que de faire ça. Tu peux le faire. Ça accélère? Ça accélère pas, mais tu gagnes en compression. Ah oui? Ouais. En fait, il y a des gens qui font ça, qui se servent de l'encodeur pour produire un bitstream, et après, ils rajoutent des passes de descente de gradient sur le bitstream. Ça accélère pas du tout la partie spécialisation. Il y a quand même beaucoup moins de paramètres, et puis il y a même moins de domaine en général. Attends. Pourquoi est-ce que ça accélérerait exactement? Parce que le bitstream, j'imagine, a beaucoup moins de valeur que
Et tu peux faire ça, je vois ce que tu veux dire. En fait, tu peux comparer ça à des... en fait, normalement, je vais te dire à l'envers. Dans la vie, il ne devrait pas y avoir d'encodeur. Il devrait y avoir que des décodeurs. Et puis, à toi de trouver le signal. Par exemple, tu peux explorer de façon combinatoire tous les bitstreams et essayer de trouver celui qui produit en sortie ton résultat. Voilà. Et donc, tu n'as plus qu'à t'occuper de... En réseau de neurones, alors en conventionnel, tu ne peux pas faire ça. En réseau de neurones, tu peux le faire un peu, puisque tu peux backpropager jusqu'à ton bitstream que tu considères comme une couche, comme tu dis. Ça pose des problèmes de convergence. Si tu ne peux pas partir de n'importe quoi, en pratique. Alors, ça dépend de la taille du réseau de neurones. Avec des gros réseaux de neurones, il faut un encodeur qui t'amène assez près de la solution finale pour backpropager jusqu'à là, sinon tu ne vas pas trouver. De toute façon, l'encodeur universel, il est nécessaire puisqu'il y a des moments où vous avez dit que vous n'allez pas utiliser cette solution-là, vous allez juste utiliser comme ça. En fait, de toute façon, vous avez un encodeur universel que vous pourriez utiliser pour avoir votre base. C'est ça. Et ça, on le fait. Alors, pas dans les expériences que j'ai mis là, parce qu'on aurait dû le faire dans la référence et dans la version spécialisée, ça ne nous aurait pas apporté grand-chose. Mais dans la vraie vie, même avec un codec universel, tu peux rajouter une passe d'amélioration du bitstream, tu jettes ton encodeur, tu continues à améliorer le bitstream, et tu vas gagner un peu en compression. Donc, tu ne vas pas gagner énormément par rapport à la spécialisation de toutes ces fois du décodeur. En fait, ton espace est plus petit, ça va plus vite. C'est un peu comme si tu disais, je spécialise une couche, en fait. C'est à moins, on peut voir ça comme ça. Une petite sur ton LNR, tu fais le pruning du coup, tu fais ton pruning et tes opérations sur ta différence avec ton réseau d'origine. Ouais. Alors juste pour dire, on n'a pas fait. Non, on a tout désactivé. Ah, ouais. C'est juste la compression du câble de Dikabac. Ouais. La raison, c'est que au départ, on avait peur de faire ce qu'on faisait. Et on s'est dit, il faut absolument que entre ce réseau-là, où est-ce que je l'ai ? Attendez, il est juste là, voilà. Que ça, là, ça nous décode exactement ça. Et donc, on s'est interdit de... Il y a des outils qu'on désactive là-dedans, comme par exemple, il y a de la RDOQ, vous voyez ce que je veux dire, où il réajuste des niveaux en fonction des distorsions, etc. On a tout désactivé, donc il ne fonctionne pas de façon optimale, parce qu'on s'est dit il faut que l'apprentissage il ait exactement la contrainte de ça. C'est peut-être pas vrai, on n'a pas essayé. Non, mais ça répond à ma question de est-ce que ça ne fait pas de faire un gros bazar. C'est ça. Parce que ce n'est pas du tout fait pour travailler sur un résidu. Bah oui. Une différence entre les deux et je ne sais pas si c'était clair. C'est ça. Non. Ok. Voilà. Donc, si tu pousses vraiment le frein, donc si par exemple tu enlèves un codeur, donc tu n'as plus de bitstream dans le bitstream en fait, tu le fixes pas commun. Et après, si tu juste transmettre le réseau du codeur, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que tu vas gagner ou tu penses que tu vas perdre? Parce que là, en fait, tu n'as pas un bitstream à envoyer. Tu as juste en fait, la différence de réseau. La différence de réseau de codeur. Mais par contre, ça fait vraiment. Par la différence, là, c'est bon. Ouais, mais comme vous disiez tout à l'heure, en fait, le bitstream, on peut le voir comme la première couche du réseau dans un réseau génératif. C'est purement. On se doute que c'est une couche qui a un rôle un peu particulier. Et de fait, en statistique de différence, les bitstreams sont très différents les uns entre les autres, alors que les variations de couches sont toutes proches de l'universel. Donc, c'est juste une façon de voir les choses. Ouais. Ce serait équivalent à envoyer effectivement que le modèle, mais avec un modèle avec une couche. C'est ça.